Notre place dans la société, on a l'impression que c'est une évidence, mais qu'est-ce qui la détermine vraiment? Quels sont ces facteurs, parfois invisibles, qui dessinent nos trajectoires? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en plongeant au cœur de la structure sociale française. Alors la première chose qui vient à l'esprit, c'est souvent le revenu, le métier. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Ou est-ce que la réalité, en fait, est beaucoup plus complexe? Pour bien comprendre la structure sociale, il faut arrêter de l'imaginer comme une simple échelle. Pensez plutôt à une immense toile d'araignée, très complexe, où chaque fil représente un facteur, et où tous ces fils sont connectés les uns aux autres. Bon, par où commencer pour essayer de s'y retrouver dans cette toile? En France, les sociologues ont un outil vraiment fondamental qui leur sert de boussole, c'est la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles, qu'on appelle plus simplement les PCS. Et là où c'est vraiment malin, c'est que le but des PCS, ce n'est pas juste de faire une liste de métiers. Non, l'idée, c'est de créer des grands groupes de personnes qui, au-delà de leur travail, partagent des choses, des habitudes de vie, une culture commune, des manières de voir le monde. C'est bien plus profond qu'un simple titre sur une carte de visite. Pour que ces groupes soient aussi pertinents, l'INSEE ne se base pas sur un seul critère. C'est un vrai travail de croisement d'informations. Est-ce qu'on est salarié ou indépendant? Est-ce qu'on travaille dans l'agriculture, l'industrie, les services? Quel est notre niveau de responsabilité, de qualification, travail manuel ou pas? C'est cette combinaison qui permet de dessiner une carte sociale qui colle vraiment à la réalité. Et voilà ce que ça donne concrètement, une sorte de cartographie de la population active. Et on voit bien qu'elle n'est pas neutre, il y a une hiérarchie qui se dessine. Tout en haut, on a les cadres et professions intellectuelles supérieures, puis les professions intermédiaires, les employés, et enfin les ouvriers. Chaque groupe avec ses propres codes et ses propres réalités de vie. Ok, on a vu l'importance de la profession. Mais la question logique qui vient juste après, c'est comment est-ce qu'on accède à ces différentes professions? On pense tout de suite au diplôme, vu comme le passeport ultime. Voyons si c'est toujours le cas. Eh bien oui, la corrélation est extrêmement forte. C'est presque mathématique en fait. Le niveau d'études reste aujourd'hui l'un des meilleurs indicateurs pour prédire la trajectoire professionnelle future de quelqu'un. Ce graphique parle de lui-même. Regardez cet écart, c'est un gouffre. Plus de 3/4 des cadres ont fait des études longues après le bac, et chez les ouvriers, à peine 5%. On visualise ici très concrètement le poids du diplôme comme barrière à l'entrée pour certaines professions. Et cette citation, elle résume parfaitement le paradoxe actuel. Avoir un bac plus 5 ou plus, ce n'est plus le ticket d'or qui garantit à 100% le top du top. Par contre, c'est devenu une condition presque indispensable pour avoir ne serait-ce qu'une chance d'y accéder. C'est à la fois une clé qui ouvre des portes et un filtre qui en ferme beaucoup d'autres. Donc, on a la profession et le diplôme qui forment l'ossature, les grands axes de notre structure sociale. Mais le tableau est encore incomplet. Pour vraiment affiner le portrait, il faut rajouter d'autres couches, d'autres variables. Le fait d'être un homme ou une femme, son âge, l'endroit où on habite, ou encore si on vit seul ou avec des enfants. Tous ces éléments, à métier et diplôme équivalents, peuvent complètement changer la donne. Regardons ça de plus près. Le genre, par exemple, reste un facteur d'inégalité majeur. On le voit bien ici. À compétences égales, les trajectoires professionnelles ne sont pas les mêmes. La répartition des tâches à la maison, le fameux plafond de verre, tout ça a des conséquences très concrètes sur l'accès aux postes à responsabilité et sur les salaires. Ensuite, il y a l'âge. Notre position sociale n'est pas quelque chose de figé. Elle évolue tout au long de la vie. On ne vit pas du tout la même chose à 20 ans quand on galère à trouver un premier job qu'à 45 ans au sommet de sa carrière ou à 60 ans juste avant la retraite. C'est une véritable trajectoire. Autre facteur crucial, où est-ce qu'on habite? Grandir dans une grande métropole pleine d'opportunités ou dans un territoire plus isolé, ça ne donne clairement pas les mêmes cartes en main. Le lieu de résidence agit comme un multiplicateur ou au contraire un frein pour l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la culture. Et enfin, il y a la composition du ménage. Parce que le niveau de vie, ce n'est pas seulement le salaire qui rentre à la fin du mois. C'est aussi ce salaire divisé par le nombre de personnes qui vivent dessus. Évidemment, avec 2 000 € par mois, on ne vit pas de la même façon si on est célibataire ou si on a 3 enfants à charge. Bon, on a maintenant toutes les pièces. La profession, le diplôme, le genre, l'âge, le lieu de vie, la famille. Maintenant, si on assemble tout ça, quelle image de la société est-ce que ça nous donne au final? Eh bien, ça nous donne ce que les sociologues appellent la stratification sociale. L'idée, c'est que la société n'est pas plate. Elle est faite de différentes strates, de groupes superposés, qui n'ont pas le même accès aux ressources valorisées. La richesse, bien sûr, mais aussi le pouvoir, le prestige, la reconnaissance. La grande conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple. Aucun facteur, pris isolément,
ne peut expliquer à lui seul la place d'un individu. Notre position sociale, c'est le résultat d'une alchimie complexe, d'une interaction permanente entre tous ces critères. Alors si on voit la société comme un grand jeu, est-ce qu'on en connaît mieux les règles maintenant? Oui, sans doute. Mais attention, connaître les règles, ça ne veut pas dire qu'on sait comment la partie va se terminer. Parce que la façon dont ces règles s'appliquent, dont elles changent, ça c'est l'histoire qui continue de s'écrire, tous les jours.